Donc, je vais vous présenter ce que nous avons fait là concernant nos travaux sur la génétique de la tolérance à la chaleur des bovins. Donc, ces travaux ils se font dans le cadre de 2 projets, Kekalor et Rumigène. Alors, oui, c'est bon. Donc, le contexte, comme Hélène vous l'a présenté, c'est le changement climatique qui va entraîner donc une augmentation des températures et aussi une augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes. Et donc, pour les bovins, l'exposition à des températures élevées va avoir des conséquences négatives sur la production, sur la santé, la reproduction et bien sûr le bien-être. Dans ce contexte, il est important d'identifier des animaux tolérants à la chaleur au sein des races à fort potentiel de production. Donc l'objectif de cette étude, il est double. Déjà au niveau populationnel, ça a été d'évaluer l'impact d'un stress de chaleur sur les performances des vaches laitières. Et au niveau individuel, ce qui nous a intéressé, c'est de savoir s'il existait une variabilité entre les animaux dans leur réponse au stress de chaleur. Et ça passe effectivement par des études d'interaction entre génotype et environnement. Et là, en l'occurrence, l'environnement, ça sera déterminé par un gradient météorologique. Donc, cette étude, elle est basée sur des mesures indirectes de la tolérance à la chaleur grâce à l'analyse des performances des animaux à différentes températures. Donc, les données de production que nous avons utilisées sont les données de la base de données nationale utilisées dans les évaluations génétiques. Les performances sont celles des contrôles élémentaires et donc les caractères que nous avons analysés sont la quantité de lait, les quantités et les taux de matières grasses et protéiques et le score de cellules somatiques. Voilà. Et on a fait cette analyse sur, effectivement, comme l'a dit Hélène, la race montbéliarde, en fait, dans leurs 2 premiers rangs de lactation. Les données météo, elles ont été fournies par Météo France et ces données, elles contiennent les valeurs quotidiennes de température et d'humidité estimées pour chacun des carrés de 8 km de côté qui quadrillent l'ensemble du territoire. On a utilisé donc effectivement un indice qui est classiquement utilisé dans ces analyses de tolérance à la chaleur, qui est le THI pour Temperature Humidity Index, un index température-humidité, donc qui va dépendre Aurélie, de la température. Oui. Je t'interromps juste un tout petit peu. Est-ce que tu peux éloigner un tout petit peu ton micro? Ah oui, je peux. Juste un tout, ouais. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va. Merci. Désolée. Enfin, Donc, il souffle un peu. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais il souffle un tout petit peu. je ne sais pas comment faire. Si je le mets pas, vous entendez trop mon ventilateur. Donc, Non, mais t'inquiète pas. ok, Laisse comme alors ça. je vais Pas de l'éloigner souci. encore un petit peu et je vais essayer de parler fort. Parle fort. Merci. Voilà. Donc un index température-humidité. Donc, il va, comme son nom l'indique, dépendre de la température et va être aussi modulé par l'humidité relative. Ce qu'on utilise plus précisément, c'est un THI cumulé, c'est d'une moyenne de 3 jours, sur une période de 3 jours consécutifs, excusez-moi. Donc, les 2 jours avant le contrôle élémentaire, plus le THI du jour du contrôle élémentaire. Donc, je vous ai mis ces graphes ici pour vous illustrer un petit peu comment évolue le THI. En fait, ici, vous avez donc les combinaisons entre les températures moyennes sur l'axe des X et puis sur les ordonnées, les humidités relatives. Et donc, chaque point, c'est une observation que l'on a dans nos jeux de données sur ces combinaisons température-humidité. Et en fait, la valeur du THI, elle est donnée par le gradient de couleur, en fait. Donc, quand on est sur des couleurs jaunes, c'est qu'on a des THI faibles aux alentours de 20. Et puis, en fait, plus on va vers du orange, rouge-orangé, plus on est sur des THI élevés, 70, THI de 70 et plus. Et en fait, je vous montre ça parce que ça vous illustre bien que le THI, il évolue surtout en fonction de la température, beaucoup plus qu'en fonction de l'humidité relative. Et sur les graphiques de droite, vous avez la distribution des THI que l'on rencontre dans nos 2 jeux de données, en première et en seconde lactation. Donc les résultats sont très proches dans les 2 lactations, c'est assez logique, avec des THI qui évoluent entre 18 et 78, une moyenne qui est aux alentours de 50. Et donc, pour vous donner une idée donc, des températures correspondantes, je vais parler brièvement du THI 70, dont on parlera plus tard dans l'exposé. Et ce THI 70, en fait, ça correspond à une température moyenne. J'espère que votre bas d'écran n'est pas rongé par le bandeau, mais ça correspond à une température moyenne située entre 22 et 24 degrés. Donc, il s'agit bien d'une température moyenne, donc ça inclut la température nocturne. Donc, je vais passer à la partie qui concerne l'évaluation de l'impact du stress de chaleur sur les performances des vaches laitières.
Donc pour cette première partie de l'étude, on a utilisé donc un modèle classique utilisé en génétique animale hein, pour ce genre de caractère. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté l'effet du THI. Et donc ça nous permet d'estimer l'effet moyen du THI sur les performances de toutes les femelles. Là, il s'agit bien dans cette première partie de l'effet moyen du THI. Donc les résultats qu'on a obtenus sont ceux-ci. Vous avez ici la réponse sur la quantité de lait en kilogrammes par jour de différents niveaux de THI, avec des courbes en bleu un peu flashy, là, les résultats obtenus pour les premières lactations, et en bleu un peu plus foncé, ce qu'on obtient en seconde lactation. Et ce qu'on voit donc pour la production de lait, c'est qu'on a un THI optimal qui est situé entre 47 et 55, ce qui représente une température comprise entre 5 et 13 degrés, température moyenne toujours. Et en fait, pour la quantité de lait, on voit qu'effectivement, avec la température qui augmente, on a une diminution des performances. Et donc là, on a quantifié. Donc on a un stress de chaleur ici pour la production laitière. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a un stress de froid. Il est de moindre intensité, mais on a quand même un stress de froid pour la production laitière. Donc pour les matières grasses à gauche et protéiques à droite, donc là les résultats sont en grammes par jour, hein. En fait on n'a pas de stress de froid ou quasi pas, un léger ici pour les matières protéiques en seconde lactation, mais sinon on n'a pas de stress de froid. Par contre à partir d'un THI 50-55, effectivement on a bien un stress de chaleur. Et pour les taux, donc butyreux à gauche et protéique à droite, en fait, on a encore une fois des courbes qui se ressemblent. Hein. Mais par contre, là, on a un optimum qui est beaucoup plus faible. On a un optimum qui est pour tous les THI qui sont inférieurs à 35. Et ça, c'est lié à l'effet cumulé du THI sur la quantité de lait et sur les quantités de matière. Parce que je vous rappelle que sur les quantités de matière, on n'a pas de stress de froid. Donc, toujours la même quantité produite. Par contre, on a une moindre quantité de lait au THI faible. Et donc, on a juste une même quantité de matière qui est diluée dans une moins grande quantité de lait. Donc, mathématiquement, ça fait remonter les taux, hein, qui est le rapport entre les deux. Pour le score de cellules somatiques, alors ici, juste un point important, c'est que j'ai analysé, donc, nous avons analysé ce caractère vraiment dans le sens de la performance. Donc, en fait, quand on a un score de cellules somatiques élevé, ça veut dire qu'on a plus de cellules et donc possiblement plus d'infections de la mamelle. Ce qu'on voit ici, là, c'est qu'en fait, le stress de chaleur, il commence à partir d'un THI de 45. Avant, il y a peu d'effets, et puis là, on commence à décoller à partir d'un THI de 45, avec un effet un petit peu plus prononcé en première lactation. Donc, en résumé de cette première partie, on a un THI optimal qui varie légèrement entre caractères, mais qui est toujours inférieur ou égal à un THI de 55. Les résultats sont à peu près identiques en première et seconde lactation. Et on a quantifié la baisse des performances entre ce qui est mesuré à un THI optimal et ce qui est mesuré à un THI de stress thermique, hein, donc un THI ici supérieur à 70, histoire d'être sûr d'être en stress thermique. Donc cette baisse des performances, elle est entre 5 à 14% du caractère, en fonction effectivement du caractère. Donc on va passer maintenant aux études des études au niveau individuel, donc pour voir s'il y avait une variabilité entre les animaux dans leur réponse au stress de chaleur. Donc pour réaliser ces études d'interaction entre génotype et environnement, on a utilisé ce qu'on appelle des modèles avec régression aléatoire. Donc on ne va pas du tout rentrer dans le détail de ces modèles. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est ce qu'ils nous permettent de faire. Et ils nous permettent notamment d'estimer des valeurs génétiques qui ne sont plus constantes tout au long du gradient environnemental, mais qui peuvent varier selon l'environnement. Ce qui veut dire qu'à chaque valeur de THI va correspondre un caractère différent. Et donc, on va pouvoir avoir des corrélations génétiques qui vont être estimées. Et quand on a des corrélations génétiques qui vont être inférieures à 1 pour un même phénotype exprimé à différents THI, eh bien, on va pouvoir supposer l'existence d'interactions entre génotype et environnement. Donc là, avec ces modèles, hein, comme je viens de vous le dire, là, je vous ai illustré les valeurs génétiques de deux animaux, un orange et un gris. Donc avec ces modèles, on n'a plus une valeur génétique constante le long du gradient THI, comme illustré ici en pointillé, mais on a bien une trajectoire de valeur génétique qui va fluctuer le long du gradient THI. Et ça, c'est parce qu'on va modéliser donc, la valeur génétique totale comme une combinaison de valeurs génétiques
qui vont être pondérés par des covariables qui dépendent du THI, en fait. Le THI carré et le THI au cube. En fait, ces deux derniers éléments, ils sont importants pour donner un petit peu de flexibilité aux courbes, sinon on n'aurait que des droites. Donc voilà, je ne rentre pas plus dans les détails dans la méthodologie. Par contre, on va passer aux résultats. Donc en commençant par les corrélations génétiques, donc entre un même phénotype à différents THI. Et là, sur ce graphique, vous avez les résultats de corrélation génétique de la matière protéique en première lactation pour différents, effectivement, THI. Donc là, par exemple, entre le THI 30 et le THI 60. Et ici, vous avez, c'est un graphe qui est symétrique. Ça ne se voit pas beaucoup, mais il est symétrique. Entre ici aussi, THI 30 et THI 60, vous avez donc les mêmes résultats. Et donc, en fait, sur ce type de graphique, quand vous vous éloignez de la diagonale, vous estimez des corrélations génétiques d'un même caractère à THI de plus en plus éloigné. Et donc, ce qu'on espère, ce qu'on devrait avoir, c'est que plus la distance entre les THI est éloignée, plus en gros l'environnement est différent, plus les corrélations génétiques vont être faibles. Et en fait, ce qu'on peut voir sur ce graphique pour la matière protéique, mais c'est la même chose pour les autres caractères, c'est globalement, nos corrélations génétiques, elles restent élevées. Là, si vous regardez, tout ce qui est en blanc et grisé, ça correspond à des corrélations génétiques qui sont situées entre 0,9 et 1, donc ça reste assez élevé en fait, très élevé même. Donc voilà, quel que soit le caractère, quel que soit le rang de lactation, on a la plupart des corrélations génétiques supérieures à 0,90. Donc en fait, on ne peut pas vraiment dire qu'on a assez peu en fait d'interactions entre génotype et environnement identifiées sur ces données. Alors ceci étant dit, ça nous intéressait quand même d'aller voir les valeurs génétiques des animaux, même s'il y a peu d'interactions génotype-environnement. Et donc ici, vous avez les trajectoires des valeurs génétiques, donc toujours pour la matière protéique en première lactation, donc la trajectoire des valeurs génétiques le long du gradient THI. Et ça, c'est pour les taureaux qui ont au moins 500 filles dans notre jeu de données, des 500 filles avec perf. Et donc, ce qu'on voit ici, donc pour la matière protéique, et c'est vrai encore une fois pour tous les autres caractères, c'est que d'une manière générale, intracaractère, les meilleurs taureaux sont toujours les mêmes. On voit bien ici, là, sur toutes ces parties, qu'il y a peu de reclassement, d'où des faibles interactions génotype-environnement. C'est très lié tout ça. Mais quand même, si on regarde à THI élevé, là on est en stress de chaleur, à THI élevé, on voit qu'il y a des reclassements. Si on prend le taureau vert par exemple, en cas de stress de chaleur, lui il va avoir tendance à remonter dans le classement, alors que le taureau en rouge, il va descendre dans le classement en fait. Il va avoir des valeurs génétiques de plus en plus faibles à mesure que le THI augmente. Donc en fait ici pour lui, le taureau rouge, on a plutôt une pente négative à THI élevé, alors que pour le taureau vert, on a une pente qui est positive. Donc il semblerait que certains taureaux puissent être plus tolérants au stress de chaleur que d'autres. Alors j'attire votre attention effectivement sur le fait que ici ce sont des valeurs génétiques qui sont fournies, donc elles indiquent le classement entre les animaux à un THI donné. Elles ne donnent pas les prédictions de production. Puisque même si on a ici des plantes positives, phénotypiquement, toutes les familles vont voir leur production diminuer lorsque le THI va augmenter. Je vous renvoie aux premiers résultats que je vous ai présentés, enfin les résultats de la première partie de notre étude. Je vous montre ici une illustration de ce que pourraient être les productions des filles de ces taureaux, en fait. Donc là, faites attention, c'est pour la matière protéique, mais je ne commence pas à zéro. Il n'y a pas une production totalement nulle en cas de stress thermique quand même. Donc on est avec la matière protéique, donc on n'a pas ou peu de stress de froid, mais par contre à partir du THI 50, on a un stress de chaleur qui commence à s'installer. Et en fait, ce qu'on voit, cette pente cette valeur génétique qui remonte, en fait, c'est parce que le taureau qui est en vert, lui, la production de ses filles diminue un petit peu moins vite que pour les autres taureaux. Donc, les derniers résultats que je voulais vous présenter aujourd'hui, ça concerne donc les corrélations génétiques donc entre ces pentes à THI 70 que je vous ai présentées qui sont positives pour certains et négatives pour d'autres. Donc ces pentes à THI 70 et la valeur génétique à THI 50. Cette valeur génétique, elle est particulièrement intéressante pour nous parce que le THI 50, c'est l'environnement moyen aujourd'hui, le THI moyen, donc c'est l'environnement moyen dans lequel sont sélectionnés les animaux actuellement en fait. Et donc les résultats vous sont donnés pour les deux rangs de lactation, premier et second, et pour tous les caractères, donc le lait en bleu, le gras, matière et taux en orange, les protéines, matière et taux en vert, et puis le score de cellules somatiques en gris. Et ce qu'on peut voir pour tous les caractères de production, on a tous les caractères colorés ici, c'est que les corrélations génétiques sont globalement défavorables. Ce qui veut dire que les animaux avec des valeurs génétiques élevées
ATHI50, donc ceux qui ont les meilleures performances, sont en règle générale ceux qui ont des pentes négatives ATHI 70, donc les animaux qui vont le plus perdre dans le classement en cas de stress thermique. Pour le score de cellules somatiques, alors là, je vous rappelle que les valeurs génétiques élevées, ce sont pour les animaux qui ont le plus de cellules. Et donc, les corrélations génétiques positives, ça signifie que les animaux qui sont déjà sensibles à ATHI de 50, à ATHI moyen, sont encore plus sensibles à ATHI élevé. Donc voilà, en résumé de cette étude, s'il ne faut retenir que quelques points, c'est que déjà au niveau populationnel, la température optimale pour les Montbéliardes élevés en France est actuellement inférieure ou égale à 13 degrés pour les caractères de production et le score de cellules somatiques, et que comme on s'y attendait, l'augmentation des températures va conduire à une baisse des performances. Au niveau de la variabilité individuelle dans la réponse à ce stress de chaleur, en fait, on a identifié peu d'interactions entre génotype et THI, mais on a quand même des trajectoires de valeurs génétiques qui permettraient d'identifier des animaux plus tolérants au stress de chaleur. Alors, une chose dont on n'a pas encore parlé, mais je veux attirer votre attention quand même là-dessus, c'est qu'en fait, on se pose la question de l'interprétation biologique de cette pente. Puisqu'en fait, effectivement, on a une baisse de production durant le stress de chaleur qui est plus impressionnante pour les animaux qui ont les meilleures valeurs génétiques, mais en fait, on se pose la question s'il n'y a pas derrière tout ça une sorte de mécanisme de protection, c'est-à-dire que ces animaux produisent beaucoup, donc pour produire beaucoup, ils mangent beaucoup, et quand il fait chaud, eh ben, peut-être que le fait de manger moins, certes, fait diminuer leur production, mais par contre, ça peut peut-être aussi éviter, ça limite les fermentations ruminales et limite le dégagement de chaleur lié à ces fermentations ruminales. Donc en gros, on se pose quand même la question de savoir si diminuer la production, c'est pas une façon de se préserver quand même pour toutes les autres fonctions biologiques. Pour le score de cellules somatiques, en fait, eh bien, lui, comme on vient de voir, le stress de chaleur a plutôt un rôle amplificateur de la sensibilité aux mammites. Par contre, il y a quand même un résultat qui semble assez positif, c'est que la résistance la sélection pour la résistance aux mammites dans les conditions actuelles, c'est-à-dire un THI moyen de 50, elle nous semble pertinente dans les conditions futures, des conditions plus chaudes. Une dernière diapo pour vous dire qu'en fait, ces résultats, donc là, moi, je vous ai présenté les résultats dans la race Montbéliarde, mais on fait les mêmes travaux en race Holstein et en race normande. Alors, tout n'est pas encore finalisé. En race normande, il nous reste, par exemple, tous les travaux sur les interactions entre génotype et environnement, mais que globalement, les résultats sont